Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que le plus somptueux palais d'Europe, symbole du raffinement absolu, fut aussi l'un des lieux les plus insalubres de l'histoire moderne. À Versailles, la magnificence des dorures dissimulait à peine les relents nauséabonds de la réalité quotidienne. Le château ne possédait pas de système d'égout moderne. À l'époque de Louis XIV, on ne comptait qu'une centaine de latrines fixes avec des milliers de courtisans, domestiques et visiteurs. L'odeur était omniprésente et le manque de sanitaire engendrait une situation désastreuse pour un palais censé incarner le sommet de la civilisation européenne. Faute de toilettes accessibles, les courtisans se soulageaient parfois dans les couloirs, derrière des rideaux ou dans des escaliers dérobés. Certaines cheminées ont même servi de latrines improvisées. Les serviteurs nettoyaient ce qu'ils pouvaient, mais Versailles était littéralement souillé par son propre faste. Les chaises percées, sièges élégants, dissimulant un pot, faisaient partie du mobilier courant. Elles étaient utilisées, même en pleine conversation, sans intimité, car à la cour, tout était spectacle. Les excréments étaient souvent jetés par les fenêtres dans les cours et jardins. Les valets furent punis pour avoir visé trop près d'invités de marque. Pour masquer les odeurs, on jetait des herbes, des fleurs séchées ou bien de la paille parfumée au sol, mais l'effet restait limité. Les senteurs d'ambre et de musc se mêlaient à celles de l'urine et de la décomposition. Les courtisans compensaient à grand renfort de parfums puissants. Hommes et femmes se couvraient de musc, d'ambre gris et d'eau florale, comme l'eau de la reine de Hongrie. À Versailles, on ne se lavait pas, on dissimulait. Louis XIV craignait le bain, pensant que l'eau ouvrait les pores aux maladies. Il préférait se faire frotter avec des linges imbibés d'alcool ou d'essence florale. Être propre signifiait être parfumé. L'eau était rare. Versailles dépendait de la machine de Marly. Un chef-d'œuvre technique, mais peu fiable. L'approvisionnement restait insuffisant pour un palais de cette taille. Louis XV fit aménager un pavillon de bain dans ses appartements, mais il resta une exception. À la cour, l'eau restait encore taboue. On changeait de linge plusieurs fois par jour. La propreté corporelle importait moins que celle des vêtements. Ainsi, on se faisait poudrer, parfumer, frotter, mais rarement laver. Les médecins pratiquaient saignées et interventions directement dans les appartements. Les outils n'étaient pas désinfectés, rendant chaque soin périlleux. Les seaux d'eau vinaigrée du personnel ne suffisaient pas. Les odeurs restaient incrustées dans les tapisseries, les sols et les rideaux. Des visiteurs étrangers décrivaient Versailles comme un palais magnifique, mais infesté d'odeurs. Un palais aux 1000 senteurs, écrivait l'un d'eux. Le roi et la reine avaient des valets de chambre responsables de la propreté, du vidage des pots et de l'aération. Ces fonctions proches du corps royal étaient considérées comme nobles. Enfin, les contaminations pouvaient survenir à cause de circuits hydrauliques mal conçus. Malgré des tentatives de séparation eau propre, eau usée, dès le XVIIe siècle, ces dispositifs restaient fragiles. Lorsque Louis XIV décida en 1682 de fixer la cour à Versailles, ce ne fut pas un simple caprice architectural, mais un choix politique stratégique. En éloignant les grands seigneurs de Paris, cette ville frondeuse, qui l'avait traumatisé enfant, il les plaçait sous sa surveillance constante. À Versailles, ils vivaient sous son regard, captifs des fêtes, des privilèges, de l'étiquette, et éloignés de leur propre fief et réseau d'influence. Ils tournaient autour de lui comme des planètes autour du soleil. Chaque jour, la vie du roi était un théâtre codifié. Le lever du roi n'était pas une toilette ordinaire, mais un rituel public où chacun, selon son rang, entrait dans la chambre royale en étapes successives. Premier valet, prince du sang, ministre et courtisan. Être autorisé à lui passer sa chemise ou bien lui tendre ses souliers pouvait suffire à lancer une carrière ou à renverser un rival. Le pouvoir se jouait dans ses gestes intimes. L'étiquette régissait tout, paroles, postures et déplacements. Certains nobles n'avaient même pas le droit de s'asseoir en présence du roi, y compris dans leur propre appartement si le roi y entrait. Elle ne distinguait pas seulement le roi du reste du monde, elle le plaçait hors du monde comme un être à part. Et comme elle pouvait être modifiée à sa guise, elle devenait une arme pour récompenser ou bien punir. Même le repas du roi était politique. Il décidait qui présentait ses plats. Être choisi valait plus qu'une pension, car chaque geste, chaque faveur royale était un signal à l'ensemble de la cour. L'assiette du roi devenait ainsi un trône supplémentaire. Versailles était aussi un instrument diplomatique. Louis XIV y organisait des bals, opéras
Spectacle grandiose pour impressionner ambassadeurs et princes étrangers. Les fontaines jouaient, les feux d'artifice illuminaient le ciel, et les opéras glorifiaient la France. Chaque détail était scénarisé pour affirmer la puissance du roi. Les charges à la cour étaient autant de clés d'influence. Gouvernante des enfants royaux, grand veneur, secrétaire des commandements, ses fonctions offraient accès au roi et au réseau du pouvoir. Mais rien n'était jamais acquis. Un oubli, un mot malheureux, un regard détourné pouvaient tout ruiner. Les femmes jouaient un rôle majeur. Madame de Maintenon, épouse secrète du roi après la mort de la reine, sans jamais être reine elle-même, influença durablement la politique intérieure, notamment religieuse. Par sa piété et sa discrétion, elle gagna la confiance du roi vieillissant et pesa dans des décisions majeures comme la révocation de l'édit de Nantes. Sous Louis XV, Madame de Pompadour ne fut pas qu'une maîtresse. Elle devint mécène, diplomate et conseillère. Elle soutint les philosophes des Lumières, protégea Voltaire, encouragea l'encyclopédie, tout en consolidant son pouvoir à la cour grâce à son intelligence et son sens politique. Versailles était aussi un monde de surveillance. Certains appartements avaient des judas, des cloisons creuses. Les lettres, quant à elles, étaient interceptées et de nombreux domestiques espionnaient. L'information était un instrument de domination. Puis vint le 6 octobre 1789. Le peuple de Paris, affamé et révolté, marcha sur Versailles. Il força le roi, la reine et leurs enfants à quitter le château pour Paris. Versailles ne fut plus jamais résidence royale. Le rêve absolu du roi Soleil s'effondra dans le tumulte d'une révolution, laissant derrière lui galeries silencieuses et dorures désertées. Le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche fut célébré avec faste, mais il scellait avant tout un traité de paix entre la France et l'Espagne. Très vite, le roi Soleil se détourna de son épouse, jugée effacée et peu cultivée, pour se rapprocher de Louise de la Vallière, sa première favorite officielle. Leur relation donna naissance à plusieurs enfants, dont 2 furent légitimés, mais moururent jeunes. Puis vint Madame de Montespan, dont la beauté, l'esprit et la vivacité conquirent le roi. Leur liaison dura près de 10 ans, donnant naissance à 7 enfants, dont plusieurs furent légitimés et élevés à la cour. Sa chambre, située au cœur du château, devint un centre du pouvoir. Mais l'affaire des poisons ternit sa réputation. Bien que son implication directe n'ait jamais été prouvée, les rumeurs de messes noires, organisées par Lavoisin à sa demande pour conserver l'amour royal, la poursuivirent jusqu'à sa disgrâce. Lorsque Louis XIV se détourna d'elle, ce fut Madame de Maintenon qui occupa sa vie. Plus âgée, pieuse et discrète, elle offrit au roi vieillissant une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Il se serait marié secrètement après la mort de la reine, dans une cérémonie religieuse privée sans valeur dynastique. Sans titre officiel, elle exerça pourtant une influence politique majeure. Sous Louis XV, la vie intime du roi resta longtemps discrète. Mais avec l'âge, il adopta un mode de vie plus libertin. Un petit appartement secret relié à ses appartements officiels par un escalier dérobé lui permettait de recevoir ses favorites hors du protocole. À proximité, le parc aux cerfs accueillait des jeunes femmes souvent issues de familles modestes, choisies pour plaire au roi. Leur nombre exact reste incertain, probablement entre 10 et 20 sur l'ensemble de son règne. Madame de Pompadour, sa maîtresse officielle, conserva son influence même après la fin de leur relation physique, en organisant discrètement la venue de ces jeunes filles, selon certains témoignages. Madame de Pompadour fut bien plus qu'une favorite. À l'inverse, Louis XVI eut une sexualité longtemps inexistante. Il mit plus de 7 ans à consommer son mariage avec Marie-Antoinette, provoquant moqueries et rumeurs dans toute l'Europe. Ce blocage serait dû à un phimosis léger ou, selon d'autres sources, à un simple manque de confiance. C'est son beau-frère Joseph II d'Autriche qui, lors d'une visite, lui expliqua sans détour ce qu'on attendait de lui. Peu après, le mariage fut consommé et Marie-Antoinette tomba enceinte, soulageant la cour et consolidant la légitimité dynastique. Mais la reine resta victime de rumeurs persistantes, notamment sur une liaison supposée avec Axel de Fersen, noble suédois proche d'elle. Leurs lettres codées révèlent une tendresse profonde, mais aucune preuve d'une relation physique n'a jamais été apportée. Amour platonique ou liaison cachée, l'histoire ne tranche pas.
Les rumeurs à Versailles étaient plus que de simples commérages. Elles étaient des armes politiques. Les pamphlets clandestins ou libelles circulaient sous le manteau, décrivant la reine et ses proches dans des scènes pornographiques ou scandaleuses, alimentant la haine populaire bien avant la Révolution. Dans ce monde codifié, le roi et la reine ne partageaient pas la même chambre. Des couloirs internes reliaient leurs appartements, permettant des visites nocturnes discrètes. Mais lorsqu'un enfant royal venait au monde, l'intimité disparaissait. L'accouchement se faisait en public. En 1781, Marie-Antoinette accoucha devant plus de 200 personnes, un protocole visant à garantir la légitimité de l'enfant, vécu par elle comme une humiliation. Les mariages princiers suivaient des rituels tout aussi spectaculaires. Après la cérémonie, on accompagnait les époux jusqu'au lit nuptial, bénissant l'union devant témoins avant de les laisser. L'intimité royale était un théâtre où tout était observé, codifié et contrôlé. Un roi pouvait avoir des maîtresses et des enfants illégitimes sans choquer la cour. Pour une reine, en revanche, la moindre rumeur d'adultère était un désastre politique, pouvant conduire à l'exil, l'humiliation, voire la mort. À Versailles, l'amour était un jeu dangereux et le désir, un instrument de pouvoir autant qu'un piège. La correspondance royale n'était pas qu'une affaire de diplomatie. Louis XVI utilisait parfois des codes ou des messages dissimulés pour ses échanges politiques. Lors de la fuite à Varennes en 1791, il transportait sur lui des lettres destinées à l'empereur d'Autriche, son beau-frère, confirmant son espoir d'une intervention militaire étrangère. Cet épisode renforça l'image d'un roi conspirant contre son peuple et contribua à sa chute. Lors de son procès en 1792, la découverte de l'armoire de fer aux Tuileries accéléra sa condamnation. Cette cache secrète contenait des documents prouvant ses contacts avec des contre-révolutionnaires et des banquiers pour financer une tentative de restauration de l'absolutisme. Pour l'Assemblée, c'était la preuve irréfutable de sa trahison. Et bien avant ces heures sombres, les finances royales connurent des crises répétées. À la mort de Louis XIV en 1715, la France s'était endettée à un niveau jamais vu, conséquence de ses guerres incessantes et de la construction de Versailles. Pour relever l'économie, le régent confia à John Law la création de la Banque générale et l'introduction du papier-monnaie. L'engouement fut fulgurant, suivi d'un effondrement brutal ruinant des milliers d'épargnants et provoquant la première grande crise boursière française. Malgré ces difficultés, l'argent ne manquait pas au faste de la cour. Louis XV, passionné d'art décoratif, fit réaliser des pièces exceptionnelles comme son bureau royal par Eben et Riesner, chef-d'œuvre de marqueterie et d'ingénierie mécanique, équivalent à plusieurs années de salaire de l'intendant. Ces meubles étaient avant tout des symboles de prestige et servaient à impressionner les ambassadeurs étrangers. Les cadeaux diplomatiques obéissaient à des codes stricts. En 1686, l'ambassadeur du Siam offrit à Louis XIV des présents somptueux, dont un trône doré, symbole de soumission. Le roi, conscient des interprétations possibles, répondit avec mesure, car accepter un cadeau trop précieux, sans prudence, pouvait être vu comme un signe d'infériorité. À Versailles, chaque geste était un calcul politique. En 1674, pour célébrer la victoire sur la Hollande, le château fut le théâtre d'une fête grandiose. Pendant plusieurs nuits, feux d'artifice, lanternes vénitiennes et spectacles allégoriques illuminèrent les jardins. Des scènes mythologiques flottantes sur les bassins gelés émerveillèrent les invités. Ces fêtes n'étaient pas de simples divertissements, elles affirmaient la puissance monarchique devant l'Europe entière. Même les odeurs étaient orchestrées. Lors des réceptions, des fontaines de parfums diffusaient des effluves d'ambre, de jasmin ou de musc. Les ingénieurs contrôlaient les flux d'air pour diriger les senteurs vers les zones fréquentées. Les parterres fleuris étaient choisis pour leur parfum autant que pour leur beauté. Versailles se vivait autant qu'il se respirait. La musique accompagnait chaque instant royal. À l'aube, la chapelle jouait des motets pour le lever du roi. Au souper, des ensembles de viols et de clavecins jouaient en sourdine. Lully, compositeur favori de Louis XIV, composa des dizaines de ballets dont le roi lui-même était danseur vedette, incarnant Apollon ou Hercule pour magnifier son image de souverain divin. Versailles abritait aussi une bibliothèque précieuse, accessible à peu de courtisans. Louis XIV y faisait réunir traités scientifiques, atlas, œuvres antiques, et y recevait savants et astronomes.
C'était un centre de savoir aussi important à ses yeux que ses salles d'apparat. La météo faisait l'objet d'un suivi quotidien. Des registres consignaient température, pluie et phénomènes inhabituels. Louis XIV voulait tout savoir, y compris la météo des provinces, afin de mieux anticiper récoltes et mouvements de troupes. Ces relevés étaient parfois complétés par l'Académie des sciences. L'éclairage nocturne était un défi colossal. Sans électricité, des milliers de chandelles et lampes à huile illuminaient le château. Lors des grandes fêtes, jusqu'à 20 000 bougies étaient allumées. Les risques d'incendie étaient tels que des gardes veillaient dans chaque aile, prêts à intervenir. La lumière à Versailles était un spectacle politique autant qu'une nécessité pratique. Le potager du roi, conçu par La Quintini, était un exploit agricole. Grâce à ses murs chauffants et à son exposition optimisée, on y récoltait fraises en hiver, asperges au printemps et melons précoces. Louis XIV s'y promenait, admirant la démonstration de sa maîtrise de la nature. La ménagerie royale, installée près du Grand Canal, accueillait lions, tigres, gazelles, autruches et même un éléphant offert par le Portugal. Ces animaux exotiques fascinaient la cour et affirmaient le rayonnement international du royaume, malgré la difficulté et le coût de leur entretien. Dans les jardins, des kiosques dissimulés abritaient des musiciens jouant pour les promenades royales. Certaines fontaines étaient synchronisées avec des compositions de Lully, créant une expérience multisensorielle éblouissante pour les invités étrangers. La Galerie des Glaces, cœur symbolique du château, n'était pas seulement un lieu de faste. Chaque jour, les courtisans s'y pressaient pour observer le roi, solliciter une faveur et nouer des alliances. Ces miroirs reflétaient la lumière et le pouvoir dans un théâtre où chaque regard pouvait changer un destin. En 1679, éclata l'une des plus grandes affaires de sorcellerie de l'Ancien Régime, l'affaire des poisons. Au cœur de la cour de Louis XIV, rumeurs et accusations se multipliaient. Messe noire, sacrifice d'enfants, filtre d'amour et empoisonnement en série. Parmi les accusés figuraient nobles, avorteuses, clandestines, marchandes d'Angan et même la favorite royale, Madame de Montespan, dont la réputation fut entachée, bien qu'aucune preuve directe ne l'ait condamnée. Pour juger cette vague d'empoisonnement, Louis XIV créa la Chambre ardente, un tribunal d'exception qui condamna des dizaines de personnes. Certaines furent exécutées, d'autres envoyées aux galères à vie. La plus célèbre des empoisonneuses, Catherine de Zay, dite La Voisin, fut brûlée vive en 1680 après avoir avoué la fourniture de poison et l'organisation de cérémonies occultes. Son réseau mêlait sorciers, prêtres défroqués et aristocrates révélant un Versailles aussi sombre que fastueux. L'affaire se termina discrètement, craignant un scandale irréversible touchant sa cour et son image. Le roi fit classer certaines pièces secrets d'État, mais les soupçons et la peur persistèrent. Louis XIV, ébranlé, s'éloigna de Madame de Montespan et renforça la surveillance policière à Versailles. Désormais, chacun soupçonnait son voisin. En 1711, la mort soudaine du grand dauphin, Louis, fils aîné de Louis XIV, à l'âge de 49 ans, plongea la cour dans la stupeur. Officiellement, il succomba à une variole ou une pleurésie. Mais après l'affaire des poisons, chaque décès inattendu réveillait la peur de l'empoisonnement. Aucune preuve ne fut jamais trouvée, mais la mort de cet héritier marqua un tournant sombre. Entre 1711 et 1714, le destin de la dynastie se précipita. Louis XIV perdit son fils, son petit-fils, le duc de Bourgogne, et son arrière-petit-fils, le duc de Bretagne, et ce, en moins de 3 ans. 3 héritiers directs balayés par des maladies contagieuses, probablement la rougeole ou la variole. La cour y vit un châtiment divin pour les guerres incessantes et le luxe du roi. Il ne restait qu'un enfant, son arrière-petit-fils survivant, le futur Louis XV. Versailles, à son apogée artistique, devenait le théâtre d'une dynastie fragilisée. En 774, la mort de Louis XV révéla à son tour la part tragique de Versailles. Atteint de la petite vérole, il agonisa isolé, son corps se décomposant rapidement. L'odeur devint si insupportable que la cour quitta le château. Son corps, transporté discrètement à Saint-Denis, fut enterré sans cérémonie grandiose. Ainsi s'acheva son règne, dans le silence et la fuite de ceux qui l'avaient flatté, préfigurant l'effondrement prochain de la monarchie.
Les jardins de Versailles étaient plus qu'un décor, ils étaient le prolongement du pouvoir royal. Dessinés par André Le Nôtre, ils symbolisaient la maîtrise absolue de la nature. Chaque allée, chaque bosquet, chaque fontaine obéissait à une géométrie parfaite, reflet de l'ordre imposé par Louis XIV à son royaume. Les fontaines, véritables merveilles hydrauliques, ne pouvaient cependant pas fonctionner tout en même temps, faute d'eau suffisante. Ainsi, des valets postés discrètement dans les bosquets les actionnaient au fur et à mesure de la promenade royale, créant l'illusion d'une abondance inépuisable. Le bosquet des Rocailles était un théâtre aquatique féerique. Des jets d'eau, des automates et des sculptures dissimulées parmi les rochers émerveillaient les invités du roi. C'était un espace de plaisir intime réservé aux proches du monarque. En 1664, la célèbre fête des plaisirs de l'île enchantée transforma les jardins en scène vivante. Chars mythologiques, danseurs, feux d'artifice et musique de Lully émerveillèrent la cour pendant 8 jours, un spectacle conçu pour asseoir la gloire du jeune roi Soleil. Le Trianon, d'abord construit en porcelaine avant d'être rebâti en pierre, servait de refuge à Louis XIV, loin de l'agitation de la cour. Plus tard, Marie-Antoinette y fit ériger son hameau, un faux village normand, où elle jouait à la fermière, entourée de moutons parfumés à l'eau de rose. Un luxe bucolique qui choqua l'opinion publique au moment de la Révolution, renforçant son image de reine déconnectée du peuple. Chaque statue des jardins avait une fonction symbolique précise. Apollon représentait la lumière et la musique, Mars la puissance militaire et Minerve la sagesse. Ces divinités étaient les reflets sculptés des vertus que le roi voulait incarner. Le labyrinthe de Versailles, disparu depuis, comptait 39 fontaines illustrant les fables d'Ésope. Conçu pour l'éducation du dauphin, il mêlait promenade et apprentissage moral, chaque sculpture délivrant sa leçon à travers l'eau et le bronze. Des rumeurs évoquaient aussi des rituels secrets, inspirés de la franc-maçonnerie ou de l'alchimie, organisés de nuit dans des clairières reculées aux flambeaux. Quelques témoignages mentionnent des assemblées où nobles et artistes célébraient la nature et le cosmos, loin du regard officiel. Certains visiteurs racontent avoir entendu des pas ou vu des ombres dans les galeries. En 1901, 2 enseignantes anglaises affirmèrent avoir traversé un jardin qui semblait revenu au XVIIIe siècle, peuplé de personnages en costume d'époque. Leur récit fit sensation et nourrit la légende d'un Versailles hors du temps. Le théâtre de la Reine au Petit Trianon reste l'un des plus beaux théâtres d'époque conservés en Europe. Marie-Antoinette y jouait elle-même des rôles comiques ou pastoraux, loin du protocole écrasant du château. En 2021, des travaux mirent au jour un ancien réseau hydraulique conçu sous Louis XIV, révélant la complexité extrême des systèmes d'adduction d'eau du grand siècle, capables d'alimenter chaque fontaine selon un ordre précis. Versailles inspira tous les grands palais d'Europe. Schönbrunn à Vienne, Peterhof à Saint-Pétersbourg, Caserta en Italie. Tous empruntèrent son langage architectural et son symbole politique de grandeur absolue. En 1999, la tempête qui balaya la France déracina plus de 10 000 arbres dans le parc, détruisant des bosquets entiers. Ce drame patrimonial permit cependant une replantation fidèle au plan d'origine, révélant la résilience du domaine. En 1919, la Galerie des Glaces accueillit la signature du traité de Versailles, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Un choix symbolique voulu comme revanche sur l'humiliation de 1871 et qui portait déjà en lui les germes de nouveaux conflits. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Versailles est tout sauf un palais figé dans le marbre et l'or. C'est l'équivalent d'un être vivant, saturé d'histoire, de secrets, de révolution et de silence. Chaque miroir, chaque pierre, chaque fontaine murmure encore l'écho des siècles passés. C'est la fin de notre exploration sur l'histoire riche et mouvementée de Versailles. Mais avant de nous quitter, voici une dernière anecdote. Saviez-vous qu'en 1752, un événement étonna toute la cour? Un éléphant vivant fut offert à Louis XV par le roi du Portugal. Transporté depuis l'Inde jusqu'à Lisbonne, puis acheminé en France par bateau et chariot spécial, l'animal rejoignit la ménagerie royale de Versailles. Il devint rapidement l'attraction favorite des princes et princesses, fascinés par sa taille et sa douceur. Les archives racontent que le roi lui rendait parfois visite, amusé par sa trompe qui cherchait à attraper fruits et friandises.
Cet éléphant vécut une dizaine d'années à Versailles avant de mourir de froid en hiver, malgré tous les soins prodigués. Car même dans le plus grand palais d'Europe, la nature gardait toujours son mystère et sa fragilité. Voilà, j'espère que ce format de fait historique vous a plu. Dites-moi en commentaire quel autre lieu, quelle autre époque ou quel personnage vous aimeriez explorer la prochaine fois. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le bouton merci ou à partager cette vidéo pour qu'elle continue de voyager. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt, ou à tout de suite si vous décidez de plonger dans une autre histoire de la chaîne.